Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Autour de moi, pour vous informer, Annabelle Guiraud, Art pour Riel. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et ce soir dans Art pour Riel, on parlera d'Academos, la première revue homosexuelle française. Un trésor d'histoire LGBT+, qui vient d'être réédité par Gay Kitschkamp. Formidable, tout à l'heure avec toi. J'écris ton nom, c'est bien sûr avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie. Bonsoir, très heureuse d'être avec vous. Alors ce soir, j'ai écrit le nom d'Eileen Miles pour un livre qui s'appelle Chelsea Girls et qui est paru aux États-Unis en 1994 et qui vient tout juste de sortir en France. Enfin, je vous en parlerai. Ce sera passionnant. Et nous sommes aussi avec Étienne Bompé-Femme, LGBTQI Actu, c'est bien avec toi. Bonsoir tout le monde, ce soir je ne vais pas vous parler du Kama Sutra LGBT que vient de faire paraître le site d'Action et dont tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le sida. On me l'a prêté, malheureusement toutes les pages étaient collées. Du coup, je parlerai actualité. Et ça va être toujours bon avec toi. Ben oui. Ce sera aussi bon avec David qui est là, sans être là, va encore nous surprendre tout à l'heure dans sa chronique. Et pour réaliser cette émission, nous sommes avec Nathan et Anatole. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. C'est toujours sympa de vous voir en face de nous. Bonsoir Anatole. Bonsoir Brahim. Super, ta voix est super, elle est bien testée. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous enchaînons, j'attendais effectivement le petit jingle qui n'arrive pas. C'est peut-être à cause de notre invité qui est en ligne. Il s'appelle Michel XG. Bonsoir Michel, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Comment ça va ? Ça va, merci. Merci de nous appeler depuis Narbonne, hein, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, oui. Alors avec toi, nous allons lancer une formule livre. À chaque fois, on recevra donc un auteur par téléphone ou donc en direct. L'idée, c'est qu'il va se livrer. La chronique s'appelle « Livrez-vous ». En 1 minute 30, tu vas devoir faire la promotion de ton livre. Pas D'accord. plus, pas moins. Et ensuite, je t'interrogerai, on t'interrogera. Et top départ, on peut te donner le top départ et c'est parti pour toi. D'accord, mais c'est parti alors. Mais ce livre est un alliage entre fictionnel et réel. Le personnage, Alexander, est mon reflet dans le parcours d'un gay qui a toujours assumé sa sexualité. Sa première passion à Limoges à 14 ans, le happe dans les amours masculines, puis comme on dit, monté à Paris, il se tourne vers le sexe pour le sexe, jusqu'au jour où il rencontre l'amour, le vrai, qu'il perd un matin d'hiver par la faute de la peste gay. À partir de là, sa vie bascule. Et il n'a plus qu'une obsession, se venger de ceux qui ont meurtri son existence et sali la mémoire de son amour disparu. On peut se dire qu'il flirte alors avec l'irraison. Il y en avait 5, il n'en restera qu'un, peut-être. Tout ce qu'il revoit ce matin, étendu sur un transat, sous le soleil d'une plage d'Hammamet, jusqu'à sa nuit mortifère, il ne regrette rien. Envie, pulsion, détournement de mineurs, inceste. C'est aussi une invitation au voyage et à l'interrogation, car qui n'a pas eu au moins une fois dans sa vie des envies de meurtre ? Lui, il le fait avec des caresses insidieuses, perfides et des forfaits insolites. Si je devais résumer mon livre en quelques mots, ce serait amour-passion, sexe-drame, humour-dérision. Je tiens aussi à remercier Françoise Hardy qui m'a permis de titrer avec ses chansons mes en-têtes de chapitres écrits comme des scénarios de films. D'ailleurs, Xavier Dolan, François Ozon ou André Téquinet en seraient des réalisateurs parfaits. Mais les joindre est mission quasi impossible et je ne suis pas Tom Cruise. Voilà, Brahim. On va demander aux chroniqueurs de trouver leur numéro de téléphone, leur contact. Qui sait, peut-être que ça peut passer. Tu peux ajouter aussi en fait que Soleil Noir est sélectionné pour le prix du roman gay. Oui, pour le prix du roman gay 2022. Et qui sera en novembre prochain, non ? Au mois de novembre, oui, début novembre. Alors justement, tu as eu un prix pour ça d'ailleurs. Étienne, oui. Étienne, j'ai eu un prix l'année dernière, catégorie premier roman. Ouais. Ah ben voilà. Quelle sera la date ? Je crois que c'est le 5 novembre. Très bien. Alors ce livre est basé donc sur un récit entre la fiction et la réalité. Alors quels sont les traits, d'après toi, les plus aboutis qui te ressemblent en tant qu'auteur ? On peut dire toi-même en fait. C'est ton moi ? Tout
toute la première partie, la jeunesse d'Alexander, on va dire que c'est la jeunesse de celui qui est au bout du téléphone actuellement. Et à partir de son arrivée à Paris, c'est vraiment un mélange des deux, d'Alexander Michel et de Alexander tout court. Et alors, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus en écrivant ce livre ? Ce qui m'a inspiré à la base... Parce que tu évoques mes sexualités assumées, ma sexualité assumée et mes sexualités assumées. Mais est-ce que j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Si tu veux, j'ai toujours été gay, homo, depuis l'âge de 12 ans. Et donc, j'ai toujours assumé cet état de fait, sans varier et sans me cacher. C'est une partie de ta vie intime et d'une personne gay dont il s'agit, qui a découvert l'amour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes sentiments amoureux et la façon dont tu as aimé braver les dangers, comme tu sais très bien le dire, et les gestes amoureux avec l'autre. Et le côté, je dirais aussi, qui m'a assez... le côté mortifère qui habite ce personnage. Alors ce personnage, on peut imaginer que c'est toi. Ah, totalement, c'est ma part d'ombre. En plus, les 4 personnages dont je parle dans le livre sont vraiment des personnages qui existent. Donc, j'ai qu'à me servir de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils m'ont fait, et pour les mettre en exergue. Ouais. Et les amener à un point que je ne ferai pas dans le réel, mais que l'écriture m'a permis de réaliser. Et qui t'évite de passer à l'acte. Dieu merci. Exactement. Ta passion amoureuse, alors, et tes désirs, comme tu décris dans le livre, parlent aussi, de vengeance pour cet amour meurtri. Il s'agit de quoi exactement ? De sexe ? Non, pas du tout. Il s'agit de... cet amour, est décédé. Donc, décédé, ce que j'appelle la peste gay, c'est-à-dire plus clairement par le VIH, le sida. Et il y a eu quelques personnes de l'entourage qui ont fait tout pour salir sa mémoire. Voilà. Et donc, j'ai voulu remettre quelque chose au point, remettre, comme on dit, les points sur les i et les barres sur les t. Une question, Valérie. Il a l'air puissant au niveau autobiographie, vécu, et puis bien sûr romancé. J'ai une question par rapport au temps d'écriture. Là, il y a une temporalité, d'après ce que je vois sur le livre, sur une journée, 9h15 en sous-titre, 18h02. Mais toi, ta temporalité d'écriture, tu as commencé il y a longtemps, il a mûri. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là ? Alors, j'ai mis à peu près 1 an et demi sérieusement dessus. L'idée, je l'avais en tête depuis quand même plusieurs années, mais sans le coucher en écriture. Et puis, quand je m'y suis mis sérieusement, 1 an et demi entre le moment où je l'ai commencé à l'écrire et le moment où j'ai trouvé une maison d'édition. Et entre l'idée que tu te faisais du livre au début et le point d'arrivée, tu as eu des surprises ? Est-ce qu'il est allé vraiment dans le sens que tu pensais à l'origine ? Parce que des fois, en cours d'écriture, justement, le livre fait aussi sa vie et il nous guide. Alors, je savais comment il démarrait, je savais comment il se terminait. Et par contre, au milieu, il y a eu quelques variations qui m'ont parfois un petit peu surprise. Mais j'ai gardé le fil conducteur que je m'étais fixé. Et les temporalités, j'ai absolument voulu les mettre pour... Alors je sais que ça peut perdre un petit peu quelquefois, mais je trouve que ça a un sens dans le parcours surtout de la dernière nuit, que j'appelle la nuit mortifère. Ouais. Pour conclure, est-ce qu'il y a des limites et des actes à ne pas dépasser ou à ne pas manquer entre ton écriture et toi-même, l'auteur, si je peux dire ça comme ça ? À part les meurtres, tout le reste, j'assume exactement ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation du texte, d'ailleurs. Je sais qu'il y a certains mots qui peuvent choquer, mais j'assume vraiment. On peut trouver ton livre où ? On peut se le procurer On peut se le procurer dans les librairies, c'est sur commande de toute façon, ou par les plateformes, ou directement chez l'éditeur qui s'appelle Nombre 7 Éditions, qui est d'ailleurs plus rapide pour fournir les livres que par les plateformes classiques, on les connaît toutes. Ouais. On peut dire que c'est le livre de ta vie. Tu comptes en écrire d'autres ? Alors l'autre est en réflexion. Je devais l'avoir commencé depuis déjà 2 semaines, mais j'ai eu un petit problème de santé sur le bras droit, et si bien que actuellement je peux pas écrire, ni taper sur un clavier. Donc oui, il y en a un autre, mais qui n'est pas du tout dans le même registre. On peut, si tu as des problèmes d'écrire, on peut t'envoyer Eric Garnier, qui est chroniqueur livre chez nous. Il peut taper à la machine, tu sais, il a une vieille machine chez lui, tu sais, comme autrefois. Il serait ravi. Avec plaisir, la porte est ouverte. Je vais vous organiser un rendez-vous. En tout cas, merci d'être intervenu. Rappelle-nous le titre de ton livre.
soleil noir sur jardin. Très bien. Il y a du soleil, il fait beau à Narbonne ? Il fait beau, même très chaud. Bien, merci. Alors, à très bientôt pour le prochain livre. Merci Brahim, merci à tous et bonne soirée, bonne émission. Merci, au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons maintenant passer à l'autre monsieur qui écrit des livres, mais cette fois-ci, il s'agit d'actualité LGBT+, Étienne. Et on commence par le football, si tu veux bien. Ouais. Un coming out important a eu lieu cette semaine aux États-Unis. Byron Perkins, défenseur dans l'équipe de football américain de l'université de Hampton, a fait son coming out sur Instagram. Tout d'abord, pour lui, expliquant, je cite, « Récemment, j'ai pu comprendre que si je n'étais pas pleinement heureux, c'est parce que tout le monde ne savait pas qui j'étais. L'authenticité représente tout pour moi. » Il le fait aussi pour toutes les personnes LGBTQI+, qui ont besoin de rôle modèles, plus particulièrement les personnes noires. En effet, l'université de Hampton est ce qu'on appelle une HBCU, c'est-à-dire une Historical Black Colleges and Universities. Ce sont ces universités historiquement noires, créées pour la plupart après la guerre de sécession. Cette parole est d'autant plus forte qu'elle est la voix de l'intersectionnalité et c'est aussi pour cela qu'il s'est exprimé comme il l'écrit sur Instagram. Dans une HBCU, les jeunes homosexuels ont encore plus besoin de ce genre de choses. Ils ont besoin d'un système de soutien. Il n'y a pas eu un seul athlète de football gay dans une HBCU. Je veux mettre fin à la stigmatisation. Je veux que les gens sachent qu'ils peuvent être eux-mêmes. Rappelons que l'année dernière, Karl Nassib ouvrait la voie et devenait le premier joueur ouvertement gay à évoluer en NFL. En France, les LGBTQI+, fans de sport, attendent toujours le coming out de footballeurs en exercice. Hélas, ça ne semble pas être pour aujourd'hui. Nous avons seulement droit à des paris, vous êtes des PD. Ici, c'est les hommes qui parlent de la part de l'ancien défenseur et capitaine de Manchester United, Patrice Evra, destination de Jérôme Rotten, joueur du PSG. Il devait d'ailleurs être jugé la semaine dernière pour ses propos tenus en 2019. Hélas, l'audience a été reportée au 15 décembre à la demande de son nouvel avocat qui a estimé ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour étudier le dossier. Il faut croire que le football américain est plus avancé que son cousin le soccer. Tu nous emmènes en Ukraine ? Oui, fin septembre, on dénombrait presque 65 000 réfugiés ukrainiens en France, parmi lesquels des familles évidemment. Mais l'association Juristes pour l'enfance s'intéresse à une seule, un couple français qui a accueilli une femme enceinte chez eux. Le problème, il s'agit de leur mère porteuse. En soi, il n'est pas illégal pour des Français de partir à l'étranger pour recourir à une GPA, mais la pratique en France est interdite quand elle ne l'est pas en Ukraine. Après l'accouchement, en mai dernier, le parquet de Saintes a donc ouvert une enquête préliminaire pour provocation à l'abandon d'enfant, délit d'entremise entre un couple et une personne acceptant de porter l'enfant, et substitution volontaire, simulation et dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant. Le 11 octobre dernier, le procureur chargé du dossier a décidé que les éléments constitutifs de ces 3 délits n'étaient pas réunis. Mais loin de se décourager, l'association Juristes pour l'enfance a déposé un recours auprès du procureur général près la cour d'appel de Poitiers pour engager des poursuites. Alors là, je m'arrête. Je repense évidemment aux fausses excuses de protection des enfants pour justifier une homophobie qui ne se dit pas son nom, dont nous avons largement parlé la semaine dernière avec Nicolas Rividi et Denis Quincanton. Bande d'homophobes Juristes pour l'enfance, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui enlève cette famille à votre propre famille ? Reconnaître plus de droits qui ont été reconnus par des dépositaires de la loi ? En quoi vous retire-t-il des droits ? Autre question pour vous, ce couple aurait-il dû laisser cette femme périr dans son pays parce qu'elle portait légalement leur enfant tant désiré ? Non, ne me répondez pas à moi, répondez-leur à eux, les yeux dans les yeux, à cette jeune femme, ce couple et leur nouveau-né. Merci à vous. On reste en Europe ? Oui, vous connaissez tous la Hongrie, cette autocratie électorale tenue d'une main de fer par son cher leader LGBT-phobe Viktor Orban. Eh bien, figurez-vous que l'opposition s'organise, littéralement. On apprenait la semaine dernière qu'une vingtaine de députés hongrois appartenant à 5 différents partis d'opposition se sont réunis dans un groupe dédié à la défense des droits LGBTQI+. Pour marquer l'occasion, ils ont même brandi un drapeau arc-en-ciel dans l'hémicycle du Parlement hongrois, comme un gros doigt d'honneur pointé vers ce fou furieux d'Orban. Dans un communiqué, ce groupe explique que, je cite, « La création de cet intergroupe est une étape historique non seulement pour le Parlement hongrois et les droits humains dans le pays, mais surtout pour la société civile hongroise et, d'une manière générale, pour les citoyens. Ce groupe est le premier pont entre les sphères politiques et civiles. Bravo à eux et surtout bon courage. La lutte va être dure, mais j'espère qu'elle paiera. » En parlant de fous furieux, on ne peut pas ne pas citer Vladimir Poutine. En Russie, les députés ne se rassemblent pas pour défendre les droits des LGBTQI+. Non, bien au contraire. Lundi dernier, les députés russes ont appelé à durcir la loi de 2013
condamnant la propagande homosexuelle. Lorsque les amendements seront votés cet automne, seront en plus interdits le déni des valeurs familiales et la promotion des orientations sexuelles non traditionnelles. Ce n'est pas si un hasard si cela se passe en même temps que l'invasion russe, comme l'explique Alexander Kinstein à la tête du comité d'information de la Douma. L'opération spéciale en Ukraine prend place non seulement sur le champ de bataille, mais également dans les esprits et les âmes des gens. Konstantin Malofoyev, milliardaire et magnat des médias, connu pour ses prises de position ultra-conservatrices, a ajouté « La propagande de la sodomie est véritablement au cœur de l'influence de notre ennemi ». Et moi, Étienne Bompé-Femme, je lui réponds volontiers et nous en sommes fiers et nous continuerons encore plus si cela vous fait chier. On vous enverra même, si vous le souhaitez, un exemplaire de Kamasutra LGBTQI+. C'est bien dit. Merci. Donc, on fait circuler la parole. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces infos, Le Valérie? courage en Hongrie, quand même. Voilà, parce que nous, déjà, il y a du travail au niveau LGBT, mais lorsqu'on milite, on ne prend pas trop de risques quand même, ou très peu. Et voilà, c'est très courageux à suivre. J'espère que les personnes ne seront pas poursuivies. On espère que le droit européen les protégeons de toute manière. Annabelle? On parle d'un durcissement de l'homophobie en Russie, en Hongrie. Tu as parlé du foot. Et dans quelques semaines, il y a quoi? Il y a la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et je pense qu'on ne va pas entendre parler d'homophobie. Enfin, on entendra certainement parler de choses, mais je pense a posteriori de la Coupe. Ouais, ça je pense qu'il y a des choses qui vont se passer pas très belles. Mais bon. Bien relevé, merci Annabelle. Et tu termines ta chronique, comme toujours, par une page musicale. Tout à fait. Pour finir ma chronique ce soir, pas de chanteur sodomite, pas de nouveau titre de Mylène Farmer qui nous révélait cette semaine la pochette de son album L'Emprise et sa tracklist qui sortira le 25 novembre. Oui, le lendemain de mon anniversaire, vous le savez bien. J'ai plutôt envie de nous nettoyer le cerveau d'autant d'horreur avec la douce voix de Pomme, cette chanteuse lesbienne d'à peine 26 ans qui nous a livré un très beau 3e album le 26 août dernier, Consolation. La chanson que je vous propose ce soir est Nelly, titre en hommage à l'autrice québécoise Nelly Arcan et qu'on entend à la fin de la chanson, dont l'œuvre aborde des thèmes comme l'influence de l'image chez les femmes, le désir de plaire à tout prix, la sexualité, la marchandisation du corps et le suicide. Tout un programme, Nelly donc, de Pomme. ou les porter
Sur mon dos, je t'aime après la guerre. Si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Les hommes consomment la féminité et les femmes aussi consomment leur propre féminité, où il y a toujours le regard qui finalement nous commence à être toujours très belle. Et quand on se voit en photo, on perd le contrôle de son image. Puis c'est comme, j'ai l'impression qu'on vit dans une espèce de monde de Big Brother. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons maintenant passer à notre amie Annabelle Arpouriel. Aujourd'hui, c'est une chronique à remonter le temps. Partons 8 jours en arrière. Allez, je vous emmène avec moi, on part au 32e salon de la revue, aux Halles des Blancs-Manteaux à Paris. Parmi les éditeurs exposants, Gay Kitschkamp. Vous savez, l'édition associative qui promeut le patrimoine LGBT via la réédition d'œuvres littéraires introuvables. Eh bien, ce dimanche 16 octobre, je m'arrête au stand Gay Kitschkamp, où je retrouve son fondateur, le passionnant Patrick Cardon. Patrick, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Ainsi que Nicole Albert, et une partie du groupe de travail y ont participé à la réédition intégrale d'Academos, la dernière parution inédite de Gay Kitschkamp. Academos, on en avait déjà parlé sur notre antenne. Tu peux nous rappeler ce que c'est, Annabelle ? Academos, c'est la première revue homosexuelle créée et dirigée en 1909 par le baron Jacques d'Adelsward Fersen. Pour la faire courte, Academos est un pied de nez au procès de mœurs intenté à son endroit en 1903. À travers cette revue, Fersen veut utiliser la culture pour contribuer à faire accepter l'autre amour, entre guillemets, dans toute sa diversité et tordre le cou aux préjugés contre les mœurs. En bref, Fersen était un visionnaire et prônait déjà la diversité et l'inclusion. Quant au nom de la revue, Academos, ça sonne grec, il est emprunté à un héros athénien ayant réussi à protéger sa ville de la furie de Castor et Pollux. C'est aussi un excellent nom de revue incognito pour éviter d'être condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Car oui, en 1909, être inverti était puni. Academos, c'est donc le canal d'information de l'époque, pour s'exprimer sur toutes les formes d'amour et donc de visibiliser l'autre amour à travers la plume de près de 150 auteurs, connus ou moins connus ou pas connus. On peut citer Henri Barbus, Léon Tolstoï, Colette, René Vivien et Fersen bien sûr. Est-ce qu'Academos a connu un grand succès ? Academos, feu d'artifice, feu de paille on pourrait dire. Il n'y aura jamais de 13e numéro par manque d'argent, par manque d'abonnement. À cette époque, se faire livrer Academos dans sa boîte aux lettres était le meilleur moyen pour se faire repérer. Les lecteurs préféraient alors acheter leur numéro en tout anonymat au kiosque. Hélas, pas assez rentable pour Academos. Tout est passionnant. Academos a 113 ans et pourtant, on a l'impression d'une histoire si proche de nous. Annabelle, tu as eu l'occasion de lire Academos. Tu peux nous raconter ce qu'on trouve dans cette réédition ? La réédition d'Academos se présente sous la forme d'un coffret de 4 tomes qui rassemble les 12 mensuels. Vous avez aussi un 5e livre, Academos Mode d'emploi, une création contemporaine qui contextualise une partie des publications de la revue et présente ses auteurs. Pour info, le coffret représente environ 1700 pages. Avec le mode d'emploi, on atteint 2200 pages. Hormis être une mine d'informations sur l'histoire LGBT à la belle époque, acquérir Academos est aussi posséder un bel objet et de vivre une expérience particulière. Allez, venez avec moi, je vais vous faire découvrir. Tout commence quand vous prenez le coffret dans les mains. Vous le faites tourner sur toutes ses faces, avec une hâte de retirer les 4 tomes un à un. De contempler chaque couverture, noter le choix des couleurs, examiner la typologie et motifs façon grec antique. L'éditeur a aussi veillé à respecter le format original du mensuel. Et puis, vous ne résistez pas à ouvrir le livre et commencer à lire la première page où il est stipulé « Academos est une tribu libre. On y admet toutes les opinions, pourvu qu'elles soient émises avec talent et toutes les formes pourvu qu'elles inspirent d'un art sincère.
les auteurs gardent intégralement la responsabilité de leurs articles. Oh là là, on se dit, qu'est-ce qui m'attend ? Et là, on se met à feuilleter impulsivement, à faire défiler les pages, les images, les textes. Vous avez l'impression d'avoir un trésor d'histoire entre vos mains. On y trouve des publicités d'antan, des pièces de théâtre, des poèmes, des textes littéraires, des partitions de musique, des critiques de spectacles, des suggestions de sorties et de voyages, des comptes rendus de conférences. En compulsant les ouvrages, on se rend vite qu'Academos n'avait pas de ligne éditoriale. À qui veut bien écrire une publication était volontiers sélectionné pour contribuer aux 160 pages de revue, tant qu'il restait des pages à remplir. Important à préciser aussi qu'en 1909, on ne pouvait légalement pas parler d'homosexualité au sens propre du terme. Donc les auteurs vont donc user de codes et jeux de mots. C'est pour cela que la réédition d'Academos s'accompagne d'annotations et de commentaires afin de nous permettre, nous contemporains, de mieux appréhender cette époque où être inverti était pénalement répréhensible. Alors quand je t'écoute, Annabelle, j'ai un peu l'impression qu'Homo Micro est la petite fille d'Academos. Eh bien, tu n'as pas tort. On retrouve un certain nombre de points communs. Academos est une revue novatrice. Il faut voir Academos comme une plateforme de l'époque où les queers peuvent s'exprimer. Il y a même à y avoir des correspondants européens pour parler de théâtre. C'est une revue toujours en mouvement qui crée des contacts au fur et à mesure des rencontres, d'où un large panel de contributeurs. C'est aussi une revue engagée et culturelle qui a osé beaucoup de choses, qui a défendu toutes les formes d'amour, de féminisme et aussi la liberté de disposer de son corps. Academos, c'est aussi un marqueur de l'histoire. 1909. Academos marque cette volonté à visibiliser l'homosexualité en France, sortir des préjugés, et notamment les préjugés contre les mœurs. En fait, Academos a initié une sous-culture homosexuelle, et elle permettra d'ouvrir les chemins des possibles à d'autres revues homosexuelles en France, comme Arcadie, par exemple. Un dernier mot à ajouter sur Academos ? La réédition d'Academos et Academos Mode d'emploi n'aurait jamais vu le jour sans la participation passionnée d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et le financement par la Fondation Fier, la Fondation suisse Jean Michalski, le Conseil régional Occitanie et le crowdfunding. La réédition d'Academos est une réédition d'utilité publique. Car oui, connaître les origines de la culture LGBT+, sa richesse, sa diversité et sa densité, c'est connaître d'où l'on vient, pour mieux savoir où l'on va. Et alors, où on peut se trouver ce bel ouvrage, ce trésor, si je puis dire ? Ah, je vous ai convaincu, hein. Ouais. Alors, écoutez, courez vite, achetez votre Academos, le coffret, ou le tome à l'unité, ou Academos Mode d'emploi. Eh bien, dans les bonnes librairies, toutes sont capables de vous le vendre. Vous pouvez le trouver, par exemple, au Mot à la Bouche à Paris, en ligne également, sur le blog de Gay Kitsch Camp. Sur le site également helloasso.com/gaykitschcamp-cardon, où là vous pourrez profiter d'un bon plan. Et oui, si vous achetez le coffret relié, vous aurez un Academos Mode d'emploi offert et un livre, Les fréquentations de Maurice, qui sera enrichi d'annotations et aussi d'illustrations et de textes de l'époque. Voilà. Alors, le Conseil régional Occitanie, pourquoi ? Parce qu'il est... Alors, Gay Kitsch Camp, donc, c'est un éditeur associatif qui est tout simplement basé à Montpellier. D'accord. Voilà, donc région Occitanie. La parole circule. C'est vraiment, je l'ai feuilleté, c'est remarquable. Le mode d'emploi, il y a des reprographies superbes, il y a un travail de recherche. Et cette revue 1909, c'est époustouflant. On est avant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est plus à l'avant-garde qu'à l'avant-garde. Berlin, c'était plus tard, dans les années 20. Mais Paris, là, c'est vraiment super, c'est moteur. Ça donne vraiment envie de le lire et d'y trouver des chroniques. Bonne idée. Donc tu vas reprendre le flambeau quelque part. Eh bien, j'avais vu passer cette publication, mais merci Annabelle de nous l'apporter, parce que c'est vraiment, lorsqu'on l'a dans les mains, effectivement, j'ai remarqué, enfin voilà, c'est une reprographie telle qu'elle était, en tant qu'objet. Donc dans son jus, on voit la vie de l'époque, et notamment les publicités, les textes, enfin les illustrations, c'est remarquable. Étienne ? Je trouve ça vraiment génial. C'est vrai que c'est un bel objet. J'ai jamais entendu parler de cette revue, et je trouve qu'en fait, il faudrait que ces 5 tomes, enfin 4 plus le mode d'emploi, se retrouvent dans toutes les bibliothèques. Tout le monde doit le consulter en fait, et se rendre compte de comment c'était il y a 113 ans maintenant. Ouais. Et j'ai une question. Il y a des textes lesbiens, c'est pas que l'homosexualité masculine. Oui, tout à fait. D'où Colette, Ouais, René Vivien. Exactement. Merci. En fait, c'est un cadeau. Merci Annabelle. Merci. Noël approche. Merci Annabelle. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Attendez, on me dit dans la régie
Oui, Nathan, notre ligne téléphonique aurait été hijackée par un étrange chroniqueur. Bonsoir, Brahim. C'est quoi ton film d'horreur préféré ? Alors non, pas d'inquiétude dans les studios, ne t'inquiète pas Brahim, ce n'est pas le tueur de Scream au téléphone, mais simplement moi, David Alphen, ton chroniqueur Queer and Pop. Bonsoir à tous, je viens ce soir conseiller quelques films et séries d'horreur queer à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent préparer leur soirée d'Halloween. Alors, le genre horrifique, on connaît tous, on a tous déjà croisé des films d'horreur à la télé ou au cinéma. Malgré ses tripes à l'air et ses jumpscares, c'est un genre très populaire partout dans le monde. Donc, qui dit genre populaire, dit personnages et thématiques LGBT, malheureusement censurés. En tout cas, ça a été le cas pendant très longtemps. Trop longtemps, heureusement, ça change depuis une poignée d'années. Alors, côté cinéma, allez voir en salle Halloween Ends, la fin de la saga d'horreur Halloween initiée par John Carpenter, qui a fait connaître Jamie Lee Curtis au grand public. Ce Halloween Ends, ça parle de quoi ? C'est l'affrontement final entre Laurie Strode et le tueur Michael Myers. Et c'est une bonne surprise, parce que les scénaristes ont fait des choix très déroutants. Le film fait preuve d'une identité forte grâce à des choix narratifs très singuliers. J'ai été très surpris. Ce n'est pas une suite sous une forme de énième remake, comme on en voit beaucoup trop en ce moment, mais une proposition inédite qui plaira à certains, sûrement comme toutes les propositions singulières, moins à d'autres. C'est pas très queer, faut être honnête, mais Halloween, c'est un classique Halloween Ends à voir actuellement en salle au cinéma. Plus queer par contre, le retour de Hellraiser, si je le dis avec l'accent français, sur la chaîne américaine Hulu avec un couple gay au centre de l'intrigue. Cette fois-ci, il y a un couple gay vraiment qui a de l'importance dans l'histoire et cette 11e suite ne peut évidemment pas rivaliser avec le génie du film original Hellraiser le Pacte de Clive Barker sorti en 1987, mais c'est sûrement honnêtement le film de la franchise le plus abouti depuis 15 ans. Alors pour les plus courageux, je vous propose de vous refaire le premier film, Hellraiser premier du nom, parce que voilà, c'est simplement un hymne féministe torturé sur fond de contes horrifiques sadomaso, c'est extrêmement bien réalisé, on adore. Puis vous pourrez enchaîner avec sa suite sortie il y a quelques semaines. Ce nouveau cru 2022 de Hellraiser rend très très bien l'ambiance des premiers films, grâce à une réalisation vraiment fidèle à l'esthétique de la saga, pour servir un scénario, une histoire plus convenue, mais ça fonctionne. Alors, si le sexe sanglant et le sadomaso, c'est pas trop votre truc, vous pourrez tenter la suite, une autre suite, celle de Candyman, sortie en 2021. L'ambiance est flippante à souhait, on retrouve tous les sujets qui ont fait le succès du premier film, à savoir l'oppression sociale et le racisme. Et oui, Candyman est bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Et point commun entre Candyman et Hellraiser, c'est le même auteur, Clive Barker, qui a écrit les livres à l'origine de ces deux films. Et Clive Barker est lui-même ouvertement homosexuel. Ce n'est donc pas étonnant qu'il y ait des personnages gays présents dans ces suites. Côté série, on retrouve la poupée tueuse Chucky pour une saison 2 qui s'annonce encore plus sanglante que la saison 1. Alors cette saison 2, ça parle de quoi ? On retrouve les survivants de la première saison et ils se retrouvent enfermés dans un couvent pour mauvaise conduite. Et évidemment, la poupée maléfique va en profiter pour faire des siennes pour notre plus grand plaisir. Alors, sans trop en révéler à nos auditeurs et auditrices ce soir, la série laisse une belle place aux personnages LGBT, dont le fils de Chucky, apparu dans le film Seed of Chucky, qui était sorti au début des années 2000. Le marmot de la poupée se définit elle-même comme non-binaire, et une poupée non-binaire maléfique, ça vaut le détour. En plus, l'auteur Don Mancini est lui-même ouvertement gay, et très au fait des questions LGBT, donc on peut être assez rassuré quant au traitement qu'auront ces questions-là dans la série, une série qui est d'ailleurs très populaire et qui marche très très bien. À noter pour terminer que la chaîne anglaise, la BBC, vient de lancer une série d'horreur LGBT également cette semaine, Wreck ou Wreck, si encore une fois je le lis à la française. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes en croisière sur un bateau et manque de bol, y a un passager qui est aussi serial killer et au milieu de l'océan, personne ne va pouvoir venir les aider facilement. Alors, j'ai pas encore pu mettre la main dessus, la série est pas encore facilement disponible, mais le postulat de départ me séduit bien, donc j'espère la voir très rapidement. Où voir tout ça ? Candyman, tout existe en DVD, Blu-ray et en VOD à la demande sur les plateformes. Le premier Hellraiser est également disponible sur Amazon Prime, et sa suite, la suite de 2022 de Hellraiser, ne devrait pas tarder à arriver en France, peut-être sur Disney+ bientôt. Quant à Chucky, on peut le trouver plus facilement puisque l'intégralité est disponible actuellement sur la plateforme Salto. Et enfin, Wreck, comme je disais, devrait arriver en France prochainement. Pour ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, pas d'inquiétude, au niveau cinéma, la comédie romantique gay Bros vient de sortir en salle. Je vous invite à aller la voir et à foncer en salle pour découvrir ce film qui sera évidemment beaucoup plus romantique et moins horrifique que tous les films et séries que je viens de vous citer.
Et sinon, ce soir, autour de la table, chers amis chroniqueuses et chroniqueurs, alors, c'est quoi vos films d'horreur préférés ? Étienne ? Moi, je suis pas très fan des films d'horreur. Du coup, je botterai en touche en disant Scary Movie. Donc, qui est un peu une version humoristique des films d'horreur, un peu un scream encore plus déjanté. Mais bon, après, ça vire vraiment en cul. Comme tous les teen movies, quoi, généralement. Hein. Et toi, Valérie ? Eh bien, moi, je ferme les yeux dès que ça commence dans un film classique. Il commence à y avoir des scènes avec du sang, donc déjà, je ferme les yeux. Alors, un film d'horreur, je me cache sous la couverture. Annabelle ? C'est vrai que je suis pas très film d'horreur, mais dans Halloween, ce que je préfère, c'est la citrouille et la manger. Ah, c'est mignon. C'est tout mignon. Voilà. Nathan, et ensuite on reviendra donc à Étienne. Parmi mes films d'horreur, disons que j'en ai vu pas mal. Mon film d'horreur préféré. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Je pense que je partirais sur quelque chose qui est pas commun. Je partirais sur Silent Hill. Parce que j'aime beaucoup, au fait, aussi, justement, le principe, c'est magnifique, etc. Et puis surtout, après, voilà, les remakes aussi qui ont été faits en jeux vidéo sont juste incroyables. Et puis, voilà, on attend toujours, d'ailleurs, cher Hideo Kojima, si jamais tu nous écoutes, on attend toujours la suite de Silent Hill 2. Ça fait maintenant 20 ans qu'on attend cette suite. Et ça fait maintenant à peu près presque 10 ans que tu as sorti ce fameux PT ou Playthrough sur PS4, qui d'ailleurs est, on va dire, un aparté disant il y a peut-être un nouveau Silent Hill qui va sortir. Donc voilà, on attend toujours ce magnifique jeu d'ailleurs qui est sorti, mais aussi les films qui sont aussi incroyables. Je pense qu'il faut absolument les voir. Mais il me semble d'ailleurs que la semaine dernière, ils ont annoncé un nouveau jeu, un nouveau film, une nouvelle série Silent Hill. Alors je confonds peut-être. Si c'était le cas, dans ce cas-là, ça veut dire que Kojima ne participerait pas du tout au projet. Et honnêtement, je trouverais ça peut-être un peu dommage aussi, parce que pour l'entièreté aussi de la série, et puis aussi en plus à la fois au niveau des jeux, le travail qu'il a fourni pour faire un storytelling assez incroyable et assez passionnant aussi pour les jeux vidéo. Moi je trouve que justement c'est sympa. Récemment on a retrouvé, on va dire, le contenu de Silent Hill avec notamment Dead by Daylight et du coup les studios qui ont développé le jeu qui s'appelle Behavior, qui ont décidé de reprendre du coup le vilain dans Silent Hill 2, où c'est celui qui a la tête de pyramide. Et donc celui-là, ils ont décidé de le refaire, de le reconstruire dans le jeu, et il y a même une map, il y a une carte justement sur laquelle on joue, parce que Dead by Daylight est un jeu qui est multijoueur, du coup sur lequel on peut s'affronter en ligne, et du coup on peut incarner un des tueurs, et le tueur donc du coup qui est donc Silent Hill, qui est donc la tête pyramide. Il y a aussi d'habitude la carte qui va avec, donc et cette carte là c'est une carte d'école qui est aussi très très bien designée et qu'on adore jouer parce qu'elle est très très belle, elle est très vaste, mais surtout elle est très très détaillée. Et vraiment, beaucoup de gens l'adorent et continuent à jouer. Donc c'est pour ça que je pense que si Silent Hill revient à nouveau, ça sera pour ça. Et donc j'aimerais bien justement voir à nouveau la série, ou alors même les films, si jamais il y en a, parce que j'aimerais bien justement qu'il y en ait un nouveau. Oh oui, il y en aura un nouveau. Ouais. Tu voulais ajouter, Étienne ? Oui, mais pour les gens qui aiment les séries d'horreur un peu queer, il y a la dernière saison de American Horror Story là, qui vient de sortir. Cette fois-ci, ils sortent les épisodes 2 par 2 pour avoir un plaisir beaucoup plus rapide. Et si vous êtes vous aimez les trucs un peu gays, il me semble que la première scène, voire tous les premiers épisodes de cette nouvelle saison se passe carrément dans une sorte de backroom sauna gay qui finit, c'est un peu une histoire de massacre qui me fait penser à la série Dahmer qui a fait un tabac sur Netflix. Et j'ai bien aimé un appel de la famille, d'ailleurs je crois que c'est le père, ou en tout cas les proches des victimes qui demandaient à toutes les personnes de ne surtout pas se déguiser en Dahmer par respect pour les victimes et les proches qui sont encore vivants la semaine prochaine pour Halloween. Donc c'est une bonne série à regarder mais pas à imiter. Alors moi en ce qui me concerne, mon film d'horreur préféré, c'est Le parcours de ma vie. Non. C'était intéressant. Merci à David Alphen pour cette chronique Halloween. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nous allons passer à la musique, Nathan. Effectivement, et pour cette musique d'ailleurs, comment dire ? Je vais vous faire découvrir
un artiste qui est quand même déjà connu maintenant. Ça fait déjà 2 ans que ce morceau est sorti. Et ce morceau en particulier, il s'agit de Mauvais payeur de La Fève. La raison pour laquelle j'aime beaucoup ce morceau, c'est parce que le choix de l'artiste a été de reprendre un sample d'un jeu indépendant. Donc il a repris un morceau qui est d'ailleurs sur le jeu qui s'appelle Hollow Knight, qui a été primé, en tout cas le jeu justement a été primé. Il a reçu de nombreux prix, en tout cas en tant que jeu indépendant. Il a été élu meilleur jeu indépendant de l'année en 2018. Il a été ensuite meilleur jeu aussi pour la suite, parce qu'ils ont fait des suites. Il y a eu Hollow Knight 2 aussi qui est sorti. Ils ont dit que ça a été la meilleure soundtrack qui a existé, meilleur sound design qui a existé sur le jeu, et en plus aussi meilleur aussi character design fait sur le jeu. Donc c'est voilà, et en tout cas voilà, toutes les personnes du monde du jeu vidéo étaient très ravies de découvrir ce jeu, et donc avec ce morceau, en tout cas, merci en tout cas à La Fève de justement me refaire découvrir en tout cas Hollow Knight à travers ce sample et le fait qu'il est transformé en un morceau de rap qui est d'ailleurs plutôt chill, que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que du coup j'aime beaucoup son genre. Et du coup on va écouter tout de suite Hollow Knight, non bien sûr, Mauvais payeur de La Fève. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à broder caché, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le 500. Yes, tu comme un zinzin, j'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. Yeah, on le fait pour ce paper. J'ai que t'as eu peur, j'ai l'air de couleur Lake. Faut on se pète tant que Jamaica, je drop ça comme Michael, je suis pauvre, oh my god. C'est charisme, oh my god. C'est pour ça que le petit jeune il veut le featuring. Bientôt tu vois La Fève en figurine. Toi tu fais le G, mais quand ça part tu t'en fais du ring. Rap et faire, je ne suis pas dans les classements. Avec Pissonné, je suis en déplacement. On pourrait s'en passer, mais les gazements. Sortir de ce piège, on veut ça tous les jours, malheureux. Je pensais t'étais mon frère, à quoi tu joues malheureux. J'ai arrêté de croire que la chance arrive à l'heure. Toi, quand t'as des occasions, pourquoi tu fais le peureux? Je crois la vie, c'est comme un casse-tête. Pas de casquette, tour du monde, je fais pas de basket. Première salle, c'est sale pleine, salle, c'est sale thème. Ma chérie, je sais, c'est ça que t'aimes, blesse. Une chaînée, la vida, un bouffe pas, qu'on vide ça. Des plavons, on vide ça. Dubaïou, Ibiza, toi tu fais le jaloux, mon garçon, t'es bizarre. Nouveau chéri, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons passer à la chronique de notre amie Valérie Beau. J'écris ton nom et c'est le nom de... Eh bien, Eileen Mills pour son livre Chelsea Girls. Ce livre est paru en 1994 aux États-Unis. Eileen raconte dans cet ouvrage sa vie de poète lesbienne dans le New York des années 1970-1980. 28 ans après sa publication. Alors, le voici enfin traduit en français grâce aux éditions du Sous-sol. Eileen Mills est une icône queer aux États-Unis. Ses inspirations sont Violette Leduc et Jack Kerouac. Elle explique qu'elle voulait écrire une sorte de sur la route lesbien, un livre très tumultueux. Eileen a quitté Boston en 1974 pour venir à New York et devenir poète. Elle précise: en tant qu'artiste lesbienne venant de la classe ouvrière, j'ai voulu l'écrire car j'avais le sentiment que, dans ma vie, j'avais vu et entendu des choses sur lesquelles personne n'avait jamais écrit. Cette langue ouvrière existe. Ce qui m'excitait avec ce livre était d'essayer de trouver de la poésie et par ce biais d'écrire une sorte de mosaïque inédite, de réinventer un langage. Au sujet de la poésie, on peut lire dans Chelsea Girls « Poète. Selon moi, ça a toujours voulu dire saint
ou héros, le personnage dansant sur le vitrail de mon âme, la main qui se lève lentement avec le temps, le bruissement qui enregistre ma matière face à une lumière forte. Enfin merde, ma raison de vivre. À Paris, dernièrement, pour la sortie du livre, elle explique. J'ai 72 ans à présent, et parfois quand je vais dans un magasin, on m'appelle monsieur, puis dans un autre madame. Dans la rue, des gens vont penser que je suis Gwyn, d'autres que je suis une vieille dame. Et toutes ces choses se passent également à l'intérieur de moi. Quand on m'appelle monsieur, j'apprécie de performer ce monsieur. Je ne pense pas qu'une âme ou qu'une intériorité soit quelque chose de stable. À mes yeux, la binarité a toujours été quelque chose de négatif. L'idée de pluralité sonne juste pour moi. Alors, j'ai envie de partager avec vous sa plume. Voici comment le livre commence. J'avais vraiment rien à foutre là. Franchement, quelle idée d'habiter avec mon ex-copine, sa nouvelle copine et l'ex-copine de celle-ci. Comment ça aurait pu être confortable au juste? Autant écrire ça depuis la cellule d'une prison. Un peu plus loin. Ce soir-là, on est toutes sorties dans le bar gay d'Augusta. Oh putain, quelle nuit. On était sous speed, on picolait sec et il faisait super chaud. Tous les mecs dansaient torse nu. On a pété les plombs. On a voulu enlever nos t-shirts, nous aussi. C'est ce qu'on a fait. Tout le monde a trouvé ça super. Sauf le gérant et 2 barmen PD. Rhabillez-vous. Les mecs sont pas forcés de se rhabiller, eux. Sortez, c'est tout. Vous ne pouvez pas rester dans ce bar, les nichons à l'air. Remettez vos t-shirts et sortez. On a obéi. Sauf qu'avant de sortir, on a baissé notre froc. Et Chris leur a balancé une bouteille de bière par-dessus le marché. Elle a toujours eu une sacrée classe. Plus loin dans le livre. C'était exactement le même haussement d'épaule que tu avais fait un quart de seconde avant de m'embrasser la nuit où on est devenus amantes. Il y avait Colombo à la télé et on était assises sur un tapis de yoga roulé par terre. L'expression de ton visage, mon expression préférée, c'était « allons-y ». On aurait dit une décision infime, comme un bateau qui effectue un virage imperceptible, mais va désormais carrément dans cette direction. Et moi, j'étais le point fixe. Dans la fin de ce récit-là, je termine mon récit sur toi qui parle à une personne à Paris. Je t'imagine en train de me réduire à une anecdote. J'étais serveuse. Je me suis mise à bosser dans le cinéma. J'ai eu une histoire avec une femme pendant 2 ans. C'est vrai. Mais elle n'était pas comme les autres. Elle était poète. Eh bien, pour une fois, j'arrive à sourire et je me sens vraiment libre. Merci Valérie. Annabelle. Ça me fait un peu penser à l'écriture de Constance Debré. Dans une écriture un peu brutale, hein, par moment, écrit avec le jeu. Par contre, il y a un peu plus de descriptif et puis une teinte positive vers la fin. Mais ça, franchement, ça donne envie de le lire. Ouais. Oh ben c'est génialissime parce que ça a un sur la route au féminin avec un mélange de poésie à la Violette Leduc. Et lorsque je le lis, c'est à la fois très sérieux, fort et tellement drôle aussi. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu ce livre entre les mains? Il est sorti en 94 aux États-Unis. Ça aurait été tellement formidable déjà de le lire, de se construire avec. Donc j'encourage tout le monde à le prendre en main. Étienne, tu veux y rajouter? Je suis d'accord avec toi. Hein. Je trouve ça dingue qu'il faille attendre 28 ans pour découvrir un tel livre. Quoi. Enfin, je comprends pas. Tu peux nous rappeler le titre? Alors, voilà, c'est Chelsea Girls, d'Eileen Mills. Et c'est une icône queer que je viens de découvrir. Voilà, il était temps. Ouais. Merci Valérie. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nous allons maintenant passer au dernier morceau musical, Nathan. Tout à fait, et pour ce nouveau morceau musical d'ailleurs, je vais vous passer un morceau qui correspond à la sortie du futur album d'un producteur anglais qui s'appelle Fred Again, qui commence à faire beaucoup parler de lui, en tout cas en scène underground, pour une raison simple, c'est parce qu'en fait, il y a 2 mois de ça, il a fait un set chez Boiler Room qui a été le set le plus vu depuis peut-être 6 ans sur la chaîne. Là, actuellement, il comptabilise à peu près quasiment... je crois qu'il est proche de 8 millions de vues. Et aujourd'hui, quand on fait encore de la musique EDM et de la musique électronique,
il est très compliqué aujourd'hui d'amasser autant de vues qu'avant, on va dire à l'époque, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'EDM, c'est-à-dire la période de 2013 à 2018, où une vidéo pouvait aller jusqu'à 100 millions, quelque chose comme ça, pour un simple morceau. Mais voilà, du coup, moi je pense que là c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Et puis surtout, on va dire son style est très prononcé, il a des percussions qui sont très très bien faites. Si vous regardez son set d'ailleurs, vous voyez à quel point genre, il est derrière sa drum machine, en train justement de taper, de tabasser les boutons. On a l'impression que littéralement la machine va s'écrouler tellement il les frappe très rapidement mais en rythme. Et du coup, il dégage une énergie aussi quand il est en train de... Son set dégage beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, son album, ça s'appelle du coup, c'est A Life, donc A Life Tour, il en a sorti un déjà en 2018. Il en a sorti un en 2020 et du coup il en ressort un autre là en 2022. Il fait tous les 2 ans. En tout cas c'est un peu son projet qui demande à faire. Et du coup on va s'écouter tout de suite le morceau qui s'appelle Delia, qui justement en fait là ce qu'il fait surtout dans ce projet, en tout cas sur cet album, c'est qu'il va reprendre en tout cas des vidéos qui sont très connues et il décide de les transformer en morceaux. Donc il fait aussi du sample mais de manière un peu plus EDM et donc un peu plus on va dire funky et dansante. Donc on s'écoute tout de suite Fred Again, Delia. But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this. Pull me out of this. Oh my God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Holy shit. Talk to me.
My God, Fred, when I see your head, hey, you know when it's serious. Homo Micro, le podcast qui se prend au mot. Et c'est déjà fini. Et je suis triste de vous quitter. Tout simplement. C'était une belle émission. Si vous pouviez me rappeler un peu la thématique de vos chroniques, Annabelle. Eh bien, ce soir, dans Art pour Riel, on a parlé de la réédition d'Academos, la première revue homosexuelle française, rééditée par l'association, par l'éditeur associatif Gay Kitsch Camp. Valérie. Eh bien, moi, il était question de l'icône queer américaine Eileen Miles pour son livre Chelsea Girls aux éditions du Sous-Sol, facilement dans toutes les librairies. Étienne. Eh bien, moi, c'était l'actualité. Vous retrouverez toutes les sources sur Twitter avec le hashtag LGBTQIActu. Et tous ensemble, dites-nous un peu, notre ami David, qui est loin de nous, il nous a parlé de quoi? Aucune idée, j'écoute jamais. Oh Il nous écoute en plus. Il nous écoute. Des films, les séries d'Halloween. C'est bien ça? Oui, exactement. Et puis moi, quand c'est comme ça, je me cache. Et effectivement, il nous a fait un petit panel de films d'horreur à aller voir, parce qu'Halloween approche à grands pas. Effectivement, merci à David. Et il y avait le livre de Michel XG. Mais oui, effectivement, Michel XG. Que tu as dévoré. Ouais, et qui s'appelle. Je vais te le prêter, puisque je l'ai avec moi. Mais oui. Merci à toutes et à tous, et merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent depuis maintenant plus de 25 ans. Merci pour cette fidélité et surtout, à très très vite. On vous embrasse. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.